le titre du Grand 2, c'était 20 ans d'affrontement entre les partisans et adversaires de la République. Et je vous avais dit quand même que l'évolution électorale, elle était un peu contradictoire, parce que si on étudiait les élections législatives, on s'apercevait que, bon, en 1880, il y a eu 81, les députés élus étaient 3 sur 4 étaient des républicains, donc on pouvait penser que la République était acquise, enfin que la population avait adopté le nouveau régime. Mais en 1885 et en 1889, non. Ce sont ce qu'on appelait les conservateurs, c'est-à-dire des partisans d'une restauration monarchique ou de la restauration de l'Empire, qui avaient gagné les élections, en 89 aussi. Alors tous ceux qui ont fait des études sur le département à partir des élections législatives disent « Oh là là, les Hautes-Pyrénées, elles adhèrent au régime républicain qu'en 1893 ». Mais quand on regarde les élections locales, on s'aperçoit que dès 1879-80, eh bien, les cantonales en particulier, le Conseil général bascule côté républicain. Bon, les municipales, c'est plus compliqué parce que les chefs-lieux de canton sont 21 sur 25 chefs-lieux de canton sont dirigés par des républicains à partir de 1880. Les petites communes, c'est plus difficile. Il y en a un bon tiers qui se réclament, qui acceptent le régime républicain. Il y en a une centaine qui s'y opposent. Et puis après, sur 480, vous avez beaucoup de points d'interrogation. Des gens qui disent « Ouh là là, nous, on ne fait pas de politique ». Bon, ce qui est compréhensible et c'est quelque chose de fréquent. Bon. J'avais terminé juste là-dessus. L'élément qui montre que le département a basculé, c'était les élections sénatoriales. Pour la deuxième fois, on a élu des sénateurs. La première fois, c'était en 1876. C'était 2 sénateurs. L'un était bonapartiste et l'autre était un monarchiste, le docteur Casala. Et en 1882, on renouvelle les 2 sénateurs, et les 2 sénateurs élus sont, voilà, j'ai oublié, puisque je les ai là, Eugène Adnet, c'est celui qui est à droite, c'est un bonapartiste, c'est un ancien procureur, et le docteur Louis Casala, qui était un médecin militaire qui présidait le Conseil général d'ailleurs, était un monarchiste orléaniste. Bon, en 1876, ils sont renouvelables et les 2 sénateurs élus sont 2 républicains. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des grands électeurs, qui sont les conseillers généraux et surtout les maires des petites communes, ils ont voté pour 2 républicains. Germain Dupré, à droite, qui était professeur de médecine à l'université de Montpellier, j'ai déjà présenté la dernière fois, qui est né à Argelès-Gazost. C'était pas Gazost à l'époque, c'était Argelès tout court, ou Argelès-Vieuxac. Et Germain Dupré était conseiller général de Tarbes en même temps, tout en enseignant à Montpellier. Il avait une sœur, Sophie Dupré, je l'ai déjà dit, qui était la mère du maréchal Foch. Bon, à côté de lui, un général originaire de Montmert, qui est en retraite en 1882 quand il est élu, et qui avait commandé l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, auparavant. Bon, on en reparlera parce qu'on va revenir sur le détail. Maintenant, ce que je voudrais qu'on voit, c'est évoquer justement un peu les acteurs de la vie politique, sans contrainte de date ou de chronologie, et avec quelques éléments de réflexion. Alors, je voudrais vous présenter, c'est dans un grand B, donc, une deuxième partie, ces acteurs de la vie politique départementale, et puis dans une troisième partie, il faudrait qu'on évoque aussi
ce qu'on peut baptiser la bataille cléricale, avec en particulier la réaction du clergé. Les années 1880 ont été des années très agitées, bon, y compris dans le département. Alors, tout d'abord, il faut quand même donner quelques petites précisions pour pas commettre d'erreurs ou de quiproquos. Il n'y a pas à l'époque de partis politiques organisés comme aujourd'hui. Il faut attendre la loi de 1901, la loi sur les associations, qui concerne aussi les partis politiques, pour voir apparaître des partis politiques structurés. Dès 1901 d'ailleurs, il y a deux partis qui vont se constituer au niveau national. C'est le parti radical, enfin qui porte le nom compliqué de Parti républicain radical et radical socialiste. Et puis, quelques mois après, à la fin de l'année 1901, un autre parti qui s'appelait l'Alliance républicaine démocratique. Alors qui était, disons, un parti de centre droit. Parmi les gens de un des leaders a été Waldeck-Rousseau. Waldeck-Rousseau qui a été président du Conseil, c'est lui qui avait mis un terme à l'affaire Dreyfus. Ici, dans la région, Louis Barthou, que vous connaissez peut-être de nom, ne serait-ce que parce qu'il a donné son nom au lycée de Pau, était un membre de l'ARD. Dans le département, il y avait quelqu'un qui n'est pas encore arrivé dans le département, mais qui n'arrivera qu'en 1891-92, Jean Dupuis, qui lui aussi a donné le nom au lycée de Tarbes. Bon. Donc il faut attendre 1901 pour voir apparaître les premiers partis politiques organisés comme aujourd'hui. Néanmoins, on emploie le mot parti. Mais ça a un sens très large et très flou. Par exemple, vous lisez partout le parti républicain. Bon, c'est-à-dire c'est la tendance républicaine, c'est le courant républicain. Et on oppose le parti républicain au parti conservateur ou au parti monarchique. Bon, voilà, en gros. Alors je rappelle encore une fois que jusque en 1891-92, et depuis la Révolution, être de gauche, c'est être pour la République, et être de droite, c'est être contre la République. Parce que quand, à la fin des États généraux, sous la Constituante, il avait été question de créer la République, ou de maintenir une monarchie constitutionnelle, eh bien, le président de séance avait demandé à ceux qui étaient pour la République de se mettre à gauche de la salle et demander à ceux qui étaient contre de se mettre à droite de la salle. Voilà. Bon. Et ça a déterminé la définition de gauche et de droite pendant un siècle. Bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de quiproquo, parce que vous avez des gens qui, avant 1891, sont considérés comme de gauche, mais qui, après, dans les années 1890, comme la notion de droite et de gauche a changé, eh bien, on les retrouve à droite. Bon. C'est qui on peut être, aujourd'hui, on peut être républicain de gauche et républicain de droite. Bon. Ce qui est logique. Alors, de même qu'il y avait sous Louis-Philippe, mais ça c'est, il y avait des orléanistes de gauche, qu'on appelait la gauche dynastique, c'est-à-dire des gens qui étaient à la gauche du parti, de gens qui soutenaient Louis-Philippe. Mais vous êtes une génération où vous avez entendu parler de l'expression gaulliste de gauche. Sous De Gaulle, il y avait des gens comme René Capitan, ça vous dit peut-être quelque chose, Louis Vallon, c'était des gens qui se réclamaient du gaullisme de gauche. Et ils avaient créé à côté de l'UNR, l'Union nationale républicaine, l'Union pour la Nouvelle République, il y avait un petit parti qui s'appelait l'UDT, l'Union démocratique du travail. Et c'était les gaullistes de gauche. Bon. Bref, ça c'est du détail. Alors, il faut savoir donc que le mot parti, ça n'a pas la même signification qu'aujourd'hui.
La vie politique s'organise quand même. Alors, elle ne s'organise pas autour d'une structure partidaire, comme on dit aujourd'hui, mais elle s'organise autour de journaux et de quelques personnalités. Alors, c'est vrai au niveau national, et c'est vrai au niveau départemental. Alors là, je vais vous balancer un tableau qui doit être illisible. Oui, je pense. Bon, mais enfin... ça c'est un tableau que j'avais fait en 1977 et je n'ai pas refait pour l'adapter, mais voilà, en gros je vous explique. Vous avez ici les dates, 1870-1894, et puis vous avez j'ai mis les titres des grands quotidiens, comme ça ici je vais vous les citer, qui sont les grands quotidiens départementaux. Il y a l'Ère Nouvelle ici, et qui dure jusque encore dans les années 1894. Bon, l'Ère Nouvelle avait été fondée en 1849 par Achille Fould, a changé de nom en 1851-52 est devenu l'ère impériale, et en 1870 est redevenu l'ère nouvelle, et était toujours financé par la famille Fould, jusqu'en 1889, où Charles Achille a abandonné le financement de ce journal. Parce que justement, Charles Achille, lui, Fould, le troisième de la troisième génération, il accepte la République, alors que le journal n'accepte pas la République. Donc, il la lâche financièrement. Et ils ne vont pas durer très longtemps après, d'ailleurs. Bon, autre petit journal qui était l'Écho des Vallées ici, qui paraissait à Bagnères, qui s'est appelé L'Avenir au milieu des années 1880 et qui a duré jusqu'à la guerre. C'était un journal monarchiste légitimiste. L'Écho des Vallées. Ensuite, on avait un autre grand journal qui était l'Observateur. L'Observateur qui regroupe un camp politique qui s'est transformé et qui est devenu le Progrès en 1888. L'Observateur avait été fondé par Eugène de Goulard et un groupe de gens proches des orléanistes. Bon. Ce journal a duré. Après la mort de Goulard, il a été racheté par un collectif à l'intérieur duquel il y avait quelqu'un qui a joué un rôle important à l'époque, Michel Alicot, et aussi Germain Dupré. Tous ces gens-là finançaient le journal. Mais le journal, c'était leur moyen d'expression. Bon, vous diriez ça à des jeunes aujourd'hui, ils ne comprendraient pas. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien de tout ça. Le journal, c'était le seul moyen d'exprimer des idées. Et d'ailleurs, sur la période qui va de 1870 à 1900, on recense à peu près 190 journaux dans le département. Alors il y en a qui ne durent pas très longtemps, alors que sous le Second Empire, il n'y en a pas une dizaine. Bon. On a un troisième journal qui représente un autre courant, qui est le Bien Public, créé en 1873, et au départ, c'est Antoine Broban qui a contribué à le financer. Et le Bien Public est un journal républicain, alors qui va se diviser dans les années 1883 sur la question scolaire, en devenant ici la République des Hautes-Pyrénées, et puis le Bien Public va continuer à durer. Et puis alors à l'extrême fin de la période, 1891, on voit apparaître, fondé par un avocat tarbé, Léopold Dasque, et un journaliste tarbé, Gaston Dreyt. Vous connaissez tous la rue Gaston Dreyt à Tarbes. C'est les fondateurs du cercle radical tarbé et du parti radical à Tarbes. Gaston Dreyt et Léopold Dasque. Bon, ça apparaît juste à la fin de la période. Bon, les courants qu'on connaît, c'est l'Ère Nouvelle, qui a été un journal essentiellement bonapartiste au départ, et qui deviendra conservateur. On a, avec l'Écho des Vallées qui défend les légitimistes, et puis l'Observateur, au centre, qui va être orléaniste, et puis qui va basculer du côté républicain. Et enfin, le Bien Public, qui a toujours suivi de la République des Hautes-Pyrénées, qui a toujours défendu la République.
Donc on a en gros, et si vous voulez, la vie politique s'organise autour de ces 3 journaux. Parce que les rédacteurs en chef, ils émettent des avis. Bon, les journaux, ils font 4 pages, hein. C'est écrit tout petit, et seulement, il y a pas mal de polémiques à l'intérieur. Hein. C'est pas aseptisé. Hein. C'est des journaux d'opinion. Bon. Alors après, vous envoyez plein d'autres titres, parce que quand il y a une élection, eh bien, on crée un journal pour l'élection. Aujourd'hui, on crée un site internet, hein, quand on est candidat à l'élection, puis après le site il disparaît. Ben là, à l'époque, il créait un journal. Donc, je voulais vous montrer ça parce que c'était pour vous illustrer un peu, mais on va oublier les noms. La vie politique s'organise donc au niveau des idées, autour des journaux et de quelques leaders. Alors, autre question générale, comment désigne-t-on les candidats à l'intérieur de chaque tendance? Parce que c'est ça, dans les partis, alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui on vit la fin d'une époque ou une transition, enfin j'en sais rien, hein, mais vous savez bien quelle est la situation des partis politiques en France aujourd'hui. Mais comment désignait-on les candidats? Pendant très longtemps, c'était les partis qui désignaient les candidats. Et là, il n'y a pas de parti véritablement. Alors, lors des élections, eh bien, les candidats sont désignés par des comités. Alors, ces comités, chez les monarchistes, ils sont restreints. Hein. C'est quelques élus, quelques notables monarchistes, etc., qui se réunissent et qui choisissent le meilleur d'entre eux, ou celui qui est volontaire, etc. Chez les républicains, c'est un peu différent. On a des comités, alors on a des comités communaux, et des comités cantonaux, parfois si on peut, hein, et des comités départementaux. Alors, il peut y avoir des comités communaux, par exemple, je pense à un exemple qui me vient tout de suite à l'idée, à La Reule, il y avait un comité républicain dont s'occupait Eugène Thénault. Bon, alors, qui en est membre? Les gens n'y payent pas de cotisations, etc. Mais enfin bon, on admet qu'on réunit les républicains de la commune qui vont désigner un représentant pour aller au comité cantonal, et puis le comité cantonal désignera les délégués à un comité départemental et qui désignera les candidats. Alors, bon, ça fonctionne en théorie, ça. Après, il y a des arrangements, il y a des disputes. Bon, je peux prendre l'exemple pour désigner le candidat de l'arrondissement de Bagnères, de la circonscription de Bagnères en 1881, ils se disputaient. Et il n'y avait pas d'accord, personne ne sortait du chapeau. Alors, ils sont allés chercher quelqu'un de l'extérieur, hein, quelqu'un de Haute-Garonne, qui était ministre et qui est venu candidat et qui a été élu. Il a mis les gens qui se disputaient d'accord. Pour les sénatoriales de 1882, ils sont très nombreux. C'est Thénault qui préside le congrès républicain. Ils se réunissent 2 fois pour se mettre d'accord. Alors il y a plein de monde. Il y avait donc Dupré, qui était président du conseil général. Alors, bon, ça c'est toujours pareil. Quand le président du conseil général est candidat au Sénat, il est en général élu. Bon. Alors, c'est enregistré, mais ça fait rien. Hein. Si vous avez été élu ou si vous avez été, je sais pas, vous avez suivi des élections sénatoriales, bon, là d'ailleurs, je crois qu'il y a des élections sénatoriales au mois de septembre prochain, les candidats, ils font la tournée des communes pour aller rencontrer directement les électeurs. Les grands électeurs. Mais les grands électeurs, ce sont souvent des maires ou des conseillers municipaux. Bon. Donc on fait la tournée des popotes. Alors, moi j'avais vu ça parce que mon père avait été grand électeur en 74, et puis j'avais suivi ça aussi en 83 pour voir si ça avait changé. Bon, eh bien vous aviez les candidats qui défilent. Bon. Alors il y a des candidats. En 74, il y avait comme candidat
à peu près solide, enfin qui avait des chances. Hein. Il y avait à droite le docteur Bleuler et Étienne Achille-Fould, et à gauche il y avait, ou à gauche ça allait mal à l'époque, parce que les deux candidats sortants radicaux, Maître Maille et Maître Bourda, n'avaient pas obtenu l'investiture du Parti radical. Et c'était Hubert Peilloux, président du Conseil général, et René Bière qui étaient candidats. Bon, alors Maille s'était présenté quand même, mais il a été laminé. Alors, comment ça se passe quand il passe voir le maire? Le président du Conseil général, il dit, monsieur le maire, vous avez besoin de quoi? Et alors le maire, il fait une liste, il l'a préparée d'ailleurs en général, hein. Il fait une liste, il dit voilà, on aimerait bien pouvoir un petit coup de pouce pour ça, pour ça, pour ça. Ah ben donnez-moi votre liste. Voilà. Et puis dans les 15 jours qui suivent, avant l'élection, hein, il reçoit un petit coup de la préfecture disant on va peut-être financer ce projet, vous aider à financer ce projet. Voilà, bon, vous comprenez. Tandis que les gens de l'opposition, ils n'avaient rien à proposer de ce type-là, de cette façon-là. Ils ne pouvaient pas faire des promesses, ils n'avaient pas la majorité au Conseil général. Alors ça, ici, ça se passait, je l'ai vu avec les radicaux, mais quand j'étais dans les Deux-Sèvres, hein, c'était des UDF qui avaient la direction du Conseil général, mais j'avais suivi une élection sénatoriale et des copains qui étaient délégués sénatoriaux m'avaient dit mais ça se passe pareil. Le président du Conseil général qui s'appelait Dulé à l'époque, mais lui il passait et il faisait déjà... Bon, alors, bon, si c'était une entreprise, on pourrait dire que c'est de l'abus de bien social. Hein, enfin, j'en sais rien, bon, c'est pour ça que, bon, il n'y a pas tout d'écoute extraordinaire, mais il faut savoir que ça se passe comme ça, vous comprenez. Alors, un président de conseil général, en général, quand il est candidat au Sénat, il est élu. Bon. Et alors, Dupré, lui, il est désigné candidat, sans problème. Mais il avait poussé quelqu'un d'autre, comme il y en a deux, il faisait un ticket à l'époque. Alors, il proposait que ce soit Louis Tapie, qui était un ancien procureur, qui était conseiller général et maire d'Arreau, de devenir aussi sénateur. Mais les autres n'en ont pas voulu, en particulier l'aile gauche des Républicains, n'en voulait pas. Alors, il y avait Tapie comme candidat, Louis, pas, aucun lien de parenté, ça s'écrivait avec 2 P. Il y avait le général Desfils, alors voilà, un général en retraite, qui doit s'ennuyer certainement, en revenant à Montmaire, qui veut être sénateur. Bon. Ça, il y a aussi des gens qui cherchent des sièges pour pouvoir exister ensuite à Paris. Il y avait comme candidat également le général Nansouty, le fondateur du Pic du Midi. Et puis il y en avait 2, 3 autres. Impossible de les départager, et surtout, celui qui est arrivé en dernier, hein, c'est toujours Louis Tapie, c'est-à-dire le favori de Germain Dupré. Lui, il a été éliminé. Et alors, les autres se sont plus ou moins listés et ont renoncé à leur candidature, et Desfils s'est retrouvé tout seul. Donc, par défaut, Desfils s'est retrouvé sénateur. Bon. Mais ça, c'était le congrès. Hein. Donc, une cuisine, il y avait une désignation, une sorte de primaire entre eux, si vous voulez, comme on dirait aujourd'hui. Donc, est-ce que ça marche? Parfois, ça marche. Dans le nord du département, ça a souvent marché, la désignation des candidats. Hein. Alors, le congrès cantonal, c'est souvent des maires des communes qui viennent avec 1 ou 2 copains qui sont d'accord avec lui et qui viennent, quoi. Hein. Et ça va donner naissance, quand les partis vont être créés, il y a 2 types de partis politiques. Enfin, ça, c'est l'analyse en histoire. Hein. On distingue les partis de masse. Alors, les grands partis de masse, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, le parti de masse. Bon, vous avez eu comme grand parti de masse le Parti communiste, c'est un parti de masse qui avait beaucoup d'adhérents, qui était organisé, etc. Et puis on a eu des partis de masse à droite comme le parti, je cherche le nom, qu'avait constitué le colonel de la Ronde, le Parti social français, hein, qui était parti des Croix de Feu, etc., et puis qui s'est transformé à la veille de la guerre en parti politique, le Parti social français, et qui, selon les historiens qui ont travaillé, avait plus d'1 million de membres.
Ça, c'était un grand parti de masse aussi. Plus tard, quand De Gaulle a constitué le RPF a été... on peut dire que le RPF fonctionnait comme un parti de masse. Le RPR aussi, à une époque. Bon. Mais autrement, la plupart des autres partis, c'était des partis de cadres. Hein? C'est-à-dire que qui était membre du parti? Des élus. Hein? Alors, quand vous êtes des élus, alors des parlementaires qui servent de relais auprès du gouvernement, et puis des conseillers généraux, hein, qui sont le relais des grands élus auprès des communes, et puis des maires. Et alors tout ça, ça encadre. Alors après, on peut élargir à d'autres fonctions. Sous la 4e République, par exemple, dans les Hautes-Pyrénées, le Parti radical à part les zones comme Tarbes ou Bagnères, hein, industrialisées et qui sont touchées par un parti comme le Parti communiste, etc., qui sont plus politisés. Mais les campagnes ne le sont pas. Et qui sont les élus qu'on retrouve comme conseillers, comme députés ou comme sénateurs, ce sont des gens soit... Mais eux, ils n'ont pas des tonnes de militants. Hein. Ils ont peut-être, s'ils ont 100 adhérents, c'est beaucoup dans le département. Mais ils ont le soutien de beaucoup d'élus et de réseaux. Bon, alors, comme c'est encore un département rural, on cherche les réseaux. Le Parti radical, dans les années 50, il a parmi ses leaders Paul Despoué, ça vous dit rien, sauf ceux qui sont peut-être du nord du département, hein, du côté de Malira ou de Castelnau-Rivière-Basse. Il était maire de Castelnau-Rivière-Basse. Mais il était le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le président de la Chambre d'agriculture. Bon, alors vous comprenez que lui, il a tout son réseau agricole. Bon, et il y avait à côté de lui un gars, Maurice Desconnettes, qui était le fondateur de la mutualité sociale agricole. Donc vous comprenez que lui, il avait une influence chez les agriculteurs. Et quand il disait il faut voter pour un tel, eh bien, les gens ils avaient tendance à le suivre. Bon. Mais de la même façon, au CNIP, Étienne Achille-Fould, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est le fondateur du Centre national des jeunes agriculteurs dans les années 50, parce qu'à Oléal-de-Batte, il élevait des moutons. Hein, il présidait la fédération des éleveurs ovins. Donc, il y avait une rivalité entre ces deux partis chez les agriculteurs, vous comprenez? Bon, c'est le réseau, ça, qui fonctionne. En même temps, les radicaux, ils avaient Urbain Cazot, de nom que vous connaissez peut-être, le fondateur de Barège, maire de Barège, qui lui présidait la Chambre de commerce et d'industrie. Donc il avait lui aussi son propre réseau, vous comprenez, bon. Donc en fait, les partis cadres, ce sont des partis qui, en fait, ont des réseaux de gens fidèles, qui ne sont pas forcément politisés, mais au moment d'une élection, oh tiens, ah mais on le connaît, lui, alors on vote pour lui, quoi. J'oublie, le Parti radical aussi avait, à l'époque, Maître Bourda, qui présidait le Parti radical, était aussi président de la fédération de chasse et de la fédération de pêche des Hautes-Pyrénées. Hein, ce qui était aussi un réseau d'influence. Bon, alors ça, ce sont des partis de cadres. Alors c'est pas du tout péjoratif dans ma tête, mais c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Hein. Bon, donc, et ça existe avant que les partis ne soient officialisés. Parce que déjà, on le voit dans la presse, etc., dans les années 1880-90, c'est des réseaux qui fonctionnent. Hein. Dans le journal, on dit, tiens, il y a un tel qui appelle à voter pour lui. Bon, alors, c'est des notables qui appellent à voter pour un. Il y a aussi un autre réseau. Ça, c'est... en 1900, dans les années 50 et jusque 50 et 60, la moitié des conseillers généraux des Hautes-Pyrénées, ce sont des médecins. Hein, et alors, eux, ils ont des médecins ruraux, médecins de campagne. Ils ont tout leur réseau aussi, hein, de patients. Bon, on vote pour son médecin. Oh, on n'est pas d'accord avec lui peut-être, mais enfin, on le connaît. Bon, et lui aussi, il nous connaît. Alors,
on a un exemple, par exemple, dans le canton d'Argès, il y a eu pendant 30 ans un conseiller général qui était le docteur Pérus. Or, quand on regarde les élections générales, bon, ça votait plus à gauche. Une ville comme Pierrefitte, hein, ça votait à gauche. Mais lors des cantonales, Pérus arrivait en tête. Voilà. Bon, donc c'est compliqué, une élection. C'est une alchimie. Bon, alors, donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui se met en place, ce système-là, parce qu'il faut savoir aussi que le suffrage universel, ça n'existe, masculin, hein, ça n'existe que depuis 1848, ça a existé toujours sous le Second Empire, mais sous le Second Empire, il y avait la candidature officielle. Hein, ils n'avaient pas les papiers de la même couleur, les candidats officiels ils étaient sur papier blanc et toute l'administration vous disait qu'il fallait voter pour eux, et puis les autres c'était des candidats considérés comme marginaux. Tandis qu'à partir de 1870 c'est fini ça, hein. Donc on a des mœurs et des habitudes qui changent d'ailleurs, hein. Bon. Alors une fois qu'il est élu, un député en particulier, il doit adhérer à un groupe. Il y a des groupes à la Chambre des députés, parce qu'il faut se regrouper pour voter un peu ensemble aussi, puis pour avoir des avantages, des temps de parole, etc. Et les groupes, à l'intérieur des groupes, il n'y a pas forcément de discipline de groupe, hein, mais il faut choisir un groupe. Les Républicains, dans les années 70, ils ont 3 groupes. L'Union républicaine de Gambetta, la gauche républicaine de Ferry, c'est pas les mêmes groupes, parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et puis, il y a un parti de centre-gauche qui regroupe les républicains qui avaient soutenu Thiers et qui sont restés fidèles à cette orientation après la mort de Thiers. Bon, mais qui sont devenus de moins en moins nombreux à l'Assemblée, mais pas au Sénat. J'oubliais de dire aussi qu'il y a d'autres relais sur le terrain. Et ça, on va le voir surtout dans les périodes des années 1880. Eh bien, les gens qui ne sont pas d'accord avec la République et qui défendent la République qui est considérée par eux comme s'attaquant à l'Église, eh bien, on a tous les curés, hein, qui sont des relais. Mais en face, avec les instituteurs, qui souvent commencent à devenir secrétaires de mairie, et donc à influencer sur le terrain, on a aussi d'autres relais, hein. Imaginez ce que ça peut donner tout ça. Bon, alors ce sont des considérations générales, mais je pense que c'est quand même pas inutile de le rappeler. Alors, à partir de là, voyons l'idée, c'est il y a 3 courants à droite, et on verra qu'il y a 2 courants à gauche. Les 3 courants à droite, alors là, ça se vérifie sur le terrain, hein, mais ça a été théorisé au début des années 1950 par un historien qui est un des fondateurs de l'histoire politique, ou un rénovateur de l'histoire politique, René Raymond, dont j'ai déjà parlé peut-être l'an dernier, qui avait publié en 1950 un petit livre qui s'appelait « Les droites en France ». Bon, et qui distinguait, à partir du XIXe siècle, 3 courants. Alors, un courant qu'il qualifiait de légitimiste, hein, qui est minoritaire dans les Hautes-Pyrénées, mais qui existe. Alors, c'est ceux qui se réclament, en gros, légitimistes, bon, c'était parce qu'ils défendaient le retour à la monarchie absolue, ils avaient soutenu le régime de la Restauration, etc. Bon, dans les légitimistes, on place des gens qui sont très conservateurs sur le plan des mœurs, en particulier sur le plan sociétal, qui sont pour un régime autoritaire, mais qui accordent une grande place à la religion, à l'Église, etc., et qui sont assez traditionnalistes. Bon, je schématise, hein. Ils ont 2 leaders dans le département à l'époque, 2 personnalités. Le marquis de Franlieu, qui a été élu député en 1871 sur la liste de Goulard, et qui avait un château à Las Caserres, hein, qui ensuite, quand la Constitution 1975 a été adoptée, on crée le Sénat. Et alors, bon, le Sénat, on voulait en faire une future Chambre des Lords. Mais il y avait une 50aine de sénateurs, un certain nombre de sénateurs, qui étaient nommés à vie.
Et de Franlieu a été de cela. Bon, Victor Hugo aussi, entre parenthèses. Mais il a exercé une influence. Cela dit, les légitimistes, bon, surtout après la mort, avec l'attitude du comte de Chambord, qui est exigeant pour revenir au pouvoir. Hein, il veut le drapeau blanc, il ne veut pas la Marseillaise, enfin, ce qui est logique aussi pour eux, qui veut revenir à une monarchie autoritaire, et la majorité des légitimistes sont conscients que ce n'est pas possible. Hein. Bon. Donc, le refus de Chambord, et puis la mort de Chambord sans héritier en 1883, va les laisser un peu orphelins. Alors à côté, le marquis de Breteuil, lui, bon, je l'ai mis dans les légitimistes, mais il est un peu inclassable. Parce que, bon, ces légitimistes, ce serait logique, parce que il y a des ascendants qui ont été ministres de Louis XIV et ministres de Louis XVI. Hein, c'est la famille Le Tonnelier de Breteuil. Bon, vous avez l'avenue de Breteuil à Paris, etc. etc. Mais ce marquis de Breteuil, c'est aussi le petit-fils d'Achille Fould. Hein, puisque son père avait épousé Charlotte Fould, la fille d'Achille, hein, contre une dot énorme. Hein, ça avait donné lieu à des négociations très serrées entre Achille Fould et le père et le grand-père du marquis. Bon. C'est l'époque où effectivement on a toute une noblesse ancienne qui a pour fortune la terre, mais qui a beaucoup de châteaux, etc., et qui commence à manquer de moyens financiers, et qui donc épouse des gens héritiers de la grande bourgeoisie. Laquelle grande bourgeoisie est très contente, comme ça, d'entrer dans la vieille noblesse. Bon. Et après, est-ce qu'il est bonapartiste? Non, mais il apparaît comme l'héritier de Fould aussi dans la circonscription, quand il va être élu sur Argelès-Lourdes. Il est en tout cas l'ami du comte de Paris. Bon, c'est un ami du comte de Paris, donc on peut le considérer comme orléaniste aussi. Hein. On verra que par contre, il défend à fond l'Église catholique et il démissionnera plutôt que de se rallier à la République, comme le demandait le pape Léon XIII en 1892, il va démissionner de ses fonctions de député. Il n'accepte pas de se rallier à la République qu'il a toujours combattue. Bon. À côté de ce courant, on a un courant bonapartiste qui relève la tête à partir de 1875. Hein. Alors, c'était Fould le grand leader, encore que Fould, il a été ministre de Napoléon III, il était plutôt de tendance et de tempérament orléaniste, c'était un libéral. Son fils Adolphe, qui avait été député aussi de la circonscription d'Argelès-Lourdes, est décédé en 1875. Et celui qui a été élu député, en 1875, à la surprise générale, c'est Dominique Cazot, avocat Tarbé, qui est là à droite, à gauche plutôt, Dominique Cazot, avocat Tarbé, qui était originaire de Bénac et qui était surnommé l'aigle de Bénac. Hein. C'était un personnage costaud, avec, paraît-il, des talents d'orateur, etc. Forte personnalité. À côté de lui, je vous ai marqué Eugène Adet, qui a été procureur sous l'Empire et qui ensuite a été sénateur et qui également représente le courant bonapartiste. Mais je pourrais citer d'autres personnes dont je n'ai pas les photos, c'est pour ça que vous ne les mettrez pas. Nestor Lapeyre, maire de Lourdes et surtout conseiller général de Lourdes depuis les années 1850 jusqu'à sa mort au début du XXe siècle, ou Alphonse Soucaz de Campan. Et leur journal, c'est l'Ère Nouvelle. Alors que les légitimistes, ils s'expriment quand ils s'expriment dans l'écho des vallées de Bagnères. Et alors, il reste un troisième courant, et qui est le plus influent et le plus ambigu. C'est le courant orléaniste. Bon,
disons que il fait partie de la droite, mais c'est plutôt des gens qu'on qualifierait de centre-droit. Les bonapartistes sont des gens pour un régime fort, autoritaire, pour la référence pour le plébiscite, hein, on ne disait pas encore référendum, mais pour la consultation populaire, pour passer contre les intermédiaires, etc., pour une démocratie plus directe et populaire. Hein, bon. Le courant orléaniste est un courant plus modéré. Il est libéral sur le plan économique, ça, il n'y a aucun doute. Il est libéral aussi sur le plan des mœurs et de la société, même si ils ne vont pas très loin à l'époque, hein, mais ils sont plus libéraux et plus ouverts que les légitimistes. Eux, ils soutiennent le comte de Paris et ils attendent que Chambord disparaisse pour ensuite, s'ils conservent la majorité à la Chambre des députés, transformer la République française en monarchie constitutionnelle. Bon. Alors, le problème des orléanistes, c'est qu'ils sont unis au début des années 70. Ils sont unis derrière Adolphe Thiers, hein, qui avait été dans l'opposition sous l'Empire, mais qui avait été chef du gouvernement sous Louis-Philippe. Il a eu une longévité politique importante, Thiers, parce qu'il existe déjà à la fin de la Restauration. Hein. D'ailleurs, il a pris des responsabilités dans les journées des 30 Glorieuses de 1830. Bon. Donc, Thiers, il apparaît en fin des années 1870, début des 71. C'est lui qui va négocier en sous-main avec Bismarck l'armistice et le traité de Francfort. Et c'est lui qui va être nommé chef du gouvernement exécutif. Il n'y a pas de président de la République, il est chef du gouvernement exécutif, chef de l'État en 1871. Il se dit proche des républicains, orléanistes. Bon, il est un peu ambigu. Hein. Il est contre Bonaparte et contre le comte de Chambord, ça c'est sûr. Dans le département, il y a quelqu'un qui le soutient et qui le connaît bien, c'est De Goulard, hein, qui a toujours été dans l'opposition à Napoléon III. Hein. De Goulard qui rencontrait Thiers, parce que Thiers fréquentait Luchon, Cotteret l'été. Hein. Bon, et De Goulard, qui habitait Luscan en Barousse, avait l'occasion de rencontrer Thiers. Bon. Et De Goulard, qui est tête de liste en 1871, qui gagne l'élection, qui devient président du Conseil général des Hautes-Pyrénées, il joue un rôle au niveau national, puisqu'il va faire partie des négociateurs du traité de Francfort qui a mis fin à la guerre de 1870-71. Hein, il négocie au nom de Thiers. Ensuite, il va devenir ministre des Finances de Thiers et ministre de l'Intérieur de Thiers. Seulement, on va voir, ils vont se fâcher. Et pour eux, le régime républicain est considéré comme une situation transitoire. Hein, parce que le comte de Paris ne veut pas de la couronne tant que Chambord est en vie. Il revient, fidèle à la famille, parce que ça a été un conflit. Louis-Philippe a succédé à son cousin. Hein, bon, et donc il y avait eu une rupture importante. Rupture d'ailleurs qui avait commencé sous la Révolution, parce que le père de Louis-Philippe avait été élu député à la Convention, et il a voté la mort de Louis XVI. Hein, pour ça qu'on l'appelait Philippe Égalité. Bon. Mais il a été exécuté lui aussi au moment de la Terreur. Hein. Bon. Donc, le comte de Paris ne veut pas passer devant le comte de Chambord, sachant que le comte de Chambord, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier, et que l'autre, il attend un peu, il se dit, il suffit d'attendre. Et donc la République est considérée comme une période transitoire. Et c'est ce que soutient Goulard à ce moment-là. Et leur journal, l'Observateur, va dans ce sens. Et puis voilà que en mai 1873, Thiers
s'affirme clairement républicain, en disant, vous voyez, ce régime, il peut marcher, et on n'a pas besoin de roi. Alors là, c'est une rupture à l'intérieur du mouvement orléaniste. Une rupture d'ailleurs entre De Goulard et Thiers, parce que De Goulard a voté contre Thiers, en mai 1873, quand Thiers est renversé. Et d'ailleurs, De Goulard, MacMahon lui a proposé au printemps 1874 d'être chef du gouvernement. Il a refusé. Alors, on pense que c'est pour des raisons de santé, parce qu'il est mort effectivement en juillet 74. Bon. Alors jusqu'en juillet 74, les orléanistes du département, ils sont derrière Goulard, c'est quand même la personnalité qui domine. Mais après sa mort, et après l'élection partielle de janvier 75, qui est faite pour remplacer De Goulard, où les bonapartistes refont surface, à ce moment-là, on va voir une partie des orléanistes rester orléanistes, et rester dans le camp monarchiste, et une partie rejoindre le parti républicain, c'est-à-dire suivre Thiers. Et dans le département, c'est un peu une majorité de gens. Alors, le docteur Casala, je vous ai mis, lui, il va rester monarchiste, mais le professeur Dupré, Germain Dupré, il va glisser du côté des républicains. Également, un autre qui avait été député Anatole Desbons, en 1871, il avait été élu comme orléaniste sur la liste de Goulard, lui il bascule aussi dans le camp républicain, ainsi que Michel Alicot, qui bascule dans le camp républicain, comme Germain Dupré. Parce que j'ai oublié de dire effectivement que Germain Dupré et Michel Alicot sont beaux-frères. Germain Dupré avait épousé une sœur de Michel Alicot, qui est décédée au bout de quelques mois de mariage, alors il a épousé la sœur cadette ensuite, qui était célibataire. Bon. Donc, si vous voulez, il y a une partie qui rejoint les amis de Thiers et le régime républicain, et une partie qui s'affiche monarchiste. Surtout après la mort de Chambord. Alors, il y a Tiburce Ferraud. J'ai jamais trouvé de photo de Tiburce Ferraud. Tiburce Ferraud qui avait été préfet pour remplacer Thénault. Eugène de Goulard cherchait un préfet pour les Hautes-Pyrénées, il a nommé son beau-frère. Voilà, c'est facile. Et puis, un autre qui était un militant orléaniste, mais qui le sera jusqu'au début du XXe siècle, Henri d'Arnaudat. Bon, le docteur Casala reste aussi. Et cette division, donc si vous voulez, ceux qui vont constituer le courant républicain dans le département, majoritairement, ça va être des transfuges de l'orléanisme. Bon. Du centre droit, ils passent au centre gauche. Puisqu'ils acceptent la République, donc ils passent de droite à gauche. Selon la définition de la gauche et de la droite à l'époque. Et donc ils passent du centre droit au centre gauche. C'est Edgar Faure qui disait, si vous cherchez la droite, c'est la première porte. C'est la première porte à droite quand vous êtes au centre. Si vous cherchez la gauche, c'est la première porte au centre. Edgar Faure, vous savez, vous avez connu Edgar Faure, non? Il disait toujours, on le comparait avec une girouette. Ah, il disait, mais la girouette, elle ne bouge pas, c'est le vent qui la fait tourner. C'était un personnage. C'était un personnage extrêmement fin et intelligent, qui a écrit des chansons, qui a écrit des romans sous un pseudonyme Edgar Sandé, S-A-N-D A-Y, quelque chose comme ça, parce que lui, Edgar, le prénom c'est Edgar, et il n'y a pas de D à son point, alors que dans Edgar, normalement, il y a un D. Bon, je ferme la parenthèse. Mais ce courant, on va l'appeler, c'est pour ça que ce courant, après, les républicains les plus durs, et les gens de droite les plus durs aussi, vont appeler ce courant le courant opportuniste. Alors, est-ce qu'ils sont opportunistes? Je ne sais pas. Leur situation est difficile. En 1876, ils vont avoir des députés élus républicains. Ils vont en avoir 3. Alicot, Desbons, et puis un autre qui s'appelait Dufaux, qui était modéré, qui était de Bagnères de Bigorre. Et ces 3 députés, ils vont s'opposer à MacMahon.
ils seront républicains. De la même façon, en 1876, pour les sénatoriales, bon, ce sont deux sénateurs de droite qui sont élus, mais Dupré est candidat des Républicains. Hein, s'il avait été candidat orléaniste, Dupré, il aurait été élu. Mais il est candidat républicain. Bon, voilà. C'est pour vous dire que cette partie de centre-droit devient le centre-gauche. Et au moment où il y a eu la tentative de dissolution de MacMahon pour reprendre les choses en main, etc., eh bien, qui a mené une campagne pour les élections législatives de 1877 contre l'ordre moral de MacMahon, au niveau national, c'est Gambetta et Thiers. Alors que Thiers et Gambetta, c'était des gens qui ne se supportaient pas trop. Hein. Thiers considérait Gambetta comme un fou furieux, il l'avait dit une fois, etc. Bon, mais dans le cadre de la défense de la République face à MacMahon, ils se sont retrouvés alliés, hein, et publiquement. Bon, alors, tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a une partie du centre droit donc, qui devient le centre gauche, et avec la victoire des Républicains au niveau national en 1877 aux législatives, avec la victoire des Républicains lors du premier renouvellement du Sénat en 1879, les Républicains l'emportent, MacMahon se retrouve isolé et démissionne en janvier 1879, et donc ça c'est important, puisqu'on va élire un président de la République qui est républicain, un modéré, Jules Grévy, et les élections locales, en même temps, basculent dans le département. Hein. Et on a aussi 3 députés sur 4 qui deviennent républicains en 1881. Donc, en 1880, les choses changent. J'étais avec les... Je vais laisser de côté ce mouvement de centre-gauche, enfin des orléanistes qui sont devenus républicains, pour passer à ce que deviennent les gens de droite, les 3 courants de droite, dans les années 1880. Dans les années 1880, ils deviennent minoritaires dans le pays. Et ils vont s'unir. Et ils vont s'unir pour la défense de la religion. Hein, parce que lorsque les Républicains gagnent en 1880-81, on le verra après, Ferry va mener une politique, c'est l'école, etc. Bon, l'école laïque, un tas de mesures de laïcisation, et ils vont donner l'impression de s'attaquer à la religion. Alors ils s'attaquent au cléricalisme, mais pas à la religion. C'est deux choses différentes. Néanmoins, bon, les adversaires pensent qu'on veut mettre à mal le modèle social français, l'ordre moral, qui est menacé parce que la place de l'Église est remise en question dans notre société. Donc, il y a mobilisation de toutes les droites, hein, avec le soutien actif du clergé. Il faudra attendre 1889 pour que l'évêque prenne position législative. Hein. L'évêque de 1889, Monseigneur Prosper Bière, qui était originaire du département et était né à Bertrain en Barousse, a appelé à voter pour les bons députés. Alors, qu'est-ce que c'était que les bons députés? C'était ceux qui défendaient l'Église, évidemment. Et c'est comme ça qu'en 1885, ils font une liste unique. Hein, et ils l'emportent. Et aux législatives de 1889, elles leur sont favorables, mais le Conseil général demeure républicain. Mais il y a des fissures chez les républicains. Alors, il faut que je parle des républicains maintenant, et de ce qu'on appelait la gauche. Alors, comme il y a 3 courants de droite, c'est la théorie de René Raymond. Si vous regardez de près, mais ce n'est pas mon problème, hein, mais on a toujours ces courants-là aujourd'hui. Hein, bon, ils existent toujours. Alors, il y a un parti qui les a rassemblés pendant longtemps, et puis maintenant, il y a une force centrifuge qui atteint ce parti. Mais chez les députés de gauche, c'est pareil. On a 2 courants de gauche, à l'époque aussi. Il y a 2 gauches. Hein. Bon, ça, il y a un ancien Premier ministre qui avait théorisé en disant que les 2 gauches étaient irréconciliables. Eh bien, il y a eu des périodes de l'histoire où les 2 gauches se sont tapées dessus.
hein, même se sont tirés dessus, certains manifestants, d'autres étant au pouvoir. Mais il y a eu des périodes aussi où elles se sont réconciliées. Hein, bon. Les de gauche, on les a vus apparaître en 1848. Il y a ceux qui, en 1870, il y a une gauche qui soutient la commune, et puis il y a ceux qui soutiennent les Versaillais ou qui se font tout petits, qui disparaissent. Donc, la situation, elle est connue. Dans les années 70, dans le département, les Républicains sont minoritaires. Ils ont un journal dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le Bien Public. Et un hebdomadaire aussi, la Petite Gazette de Bagnères de Bigorre. Alors, y a-t-il des leaders? Je parle de ceux qui étaient républicains dès le départ, hein, en 1848, et qui le sont en 1870, qui ont soutenu Eugène Thénault, etc. Parce que Eugène Thénault, après son échec en février 1871, il disparaît, il retourne à Paris, puis finalement, il devient rédacteur en chef de la Gironde à Bordeaux. Alors, on sait qu'il revient dans le département, à la Reule, etc., mais quelle est son influence? On pense qu'il n'en a pas beaucoup. Alors, les républicains qui subsistent, il y a quelqu'un qui va essayer de prendre un peu la tête de ce mouvement républicain, c'est Antoine Broban, hein, qui devient maire de Tarbes en 1875, mais qui meurt en 1877, hein, en léguant toute sa fortune dans la ville de Tarbes. Bon. Donc il y a lui, et puis les autres. Eh bien, on a encore comme leader celui qui vont présenter au sénatorial en 1876, parce qu'il n'y a personne d'autre, hein, c'est le vieux Jean-Pierre Sénac, hein, toujours maire conseiller général d'Argelès, mais qui approche les 80 ans, et qui avait été député en 1848. Alors ça, c'est le seul portrait qu'on ait de lui, c'est le portrait officiel en 1848. C'est un portrait qu'on leur prenait en rentrant à l'Assemblée. Donc là, c'est Sénac en 1848. Il devait avoir une cinquantaine d'années. Bon. Et c'est lui qui va être sur le port. Hein. Alors, ce qui est amusant, c'est que à l'époque, le président du Conseil général était élu à chaque session. Et alors, chaque année, il y avait le doyen de l'Assemblée qui faisait un discours et qui présidait à l'élection du président. Or, le doyen, ça a toujours été Sénac. Alors, Sénac, chaque année, au début de la session du Conseil général, il fait des discours très politiques, hein, très républicains. Alors, c'est en contradiction avec la majorité qui doit en avoir assez. Bon. Alors, il est mort en 1882, c'est-à-dire après la victoire des Républicains. Voilà. Et en 1881, récompense suprême, il était très âgé, on lui a donné la Légion d'honneur. Il n'aurait jamais eu avant. Hein. Bon. D'ailleurs, quand on vous propose la Légion d'honneur, il faut remplir un questionnaire, etc. Et on a tous ces questionnaires aussi, c'est archivé maintenant. Bon, il y a une limite d'âge, enfin un délai. Je crois qu'on peut consulter tous les dossiers des gens qui ont plus de 120 ans aujourd'hui. Bon, si vous avez moins de 120 ans aujourd'hui, on ne peut pas consulter votre dossier. Bon. Alors, lui, son dossier, c'est une attaque en règle de tous ceux qu'il a combattus auparavant et qui ne l'avaient jamais reconnu. Bon. C'était, paraît-il, un type qui avait un caractère très trempé et qui n'envoyait pas à dire ce qu'il avait à dire. Bon. Alors, les républicains, à l'époque, ils sont divisés en courants, les républicains d'origine, si vous voulez, le courant gambétiste et le courant ferriste. Mais ils sont peu visibles dans le département. Alors, c'est pour ça qu'on fait appel au vieux Sénac et à Broban, mais Broban disparaît. Résultat, ce sont les transfuges de l'orléanisme qui vont occuper les devants de la scène dans le camp républicain. Voilà, Alicot, Desbons, Dupré, alors, à un moment donné, il y a cohabitation pas toujours facile
entre la tendance Aliko, Desbon, Dupré et Broban, mais avec la disparition de Broban, les choses vont se calmer. Bon. Et si on regarde les parlementaires qui ont été élus en 1881 et 82, ils viennent tous de cet ancien courant orléaniste. Alors on arrive aux années 1880, et là ils sont majoritaires. Alors c'est toujours un camp peut être uni quand il est dans l'opposition, parce que l'objectif c'est de gagner les élections. Une fois qu'on arrive au pouvoir, alors là il y a parfois des problèmes pour se partager les places, ça c'est évident, mais il y a aussi des divergences par rapport à l'application par rapport à la politique que l'on mène. Et c'est ce qui va se produire dans les années 1880. Des divisions vont apparaître autour des questions scolaires et essentiellement de la question de la laïcité. Voilà. Et de la lutte contre ce qu'on appelait le cléricalisme. Bon, alors, j'avais prévu de parler j'en parlerai après du cléricalisme, parce que c'est quand même le nœud du problème. C'est pas une lutte contre la religion, c'est une lutte pour empêcher l'Église d'influencer la politique sociale, scolaire, toute la politique menée, quoi, pour empêcher l'Église d'influencer le gouvernement. Bon. De venir sur le terrain de la politique. Alors, les divisions vont apparaître. Thénault, qui est élu en 1881, oui, j'ai oublié de dire, Thénault, oui, j'ai dit tous les parlementaires venaient de l'orléanisme, sauf Thénault. Mais Thénault, il a été candidat parce que Desbons ne s'est pas représenté. Desbons était malade et il est mort quelque temps après d'ailleurs. Et donc Thénault est réélu député en 1881. Mais Aliko et Dupré au Sénat. Alors Thénault, oui, il a voté, il a soutenu la politique du ministère Gambetta, puis des ministères Ferry. Il a donc voté toutes les mesures, etc., comme un bon soldat. C'était un ami des deux, d'ailleurs, et il était d'accord avec eux. Aliko et Dupré vont être beaucoup plus nuancés. Il y a des mesures qu'ils ne vont pas voter. En particulier, tout ce qui porte atteinte à la religion. Aliko et Dupré ne les votent pas. Bon. Alors, dans le département, on voit apparaître un clivage, déjà. Et puis, il y a des nouveaux qui arrivent, parce qu'on est en 1880, 82, c'est le décès de Sénac, mais on voit apparaître des nouveaux, des gens plus jeunes, et qui sont plus radicaux, entre guillemets. C'est l'époque où sont élus au Conseil général quelqu'un comme Joseph Fitt, au cours d'une partielle. Alors vous avez la photo de Joseph Fitt tout à fait à droite là. Joseph Fitt, c'est une photo de Joseph Fitt âgé, parce qu'il a 34 ans quand il est élu pour la première fois au Conseil général. Et là, c'est une photo de la fin de sa vie. Il est mort en 1915. Il a été maire de Vic, conseiller général de Vic, maire de Vic et député à partir de 1898. Il est mort en 1915 d'une opération. Il ne s'est pas réveillé de l'opération. Bon. C'était un vétérinaire. Donc lui aussi, il avait son réseau cantonal. C'était un personnage, Joseph Fitt. Il a écrit des petites mémoires. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a son opinion. Il est élu, donc il rentre au Conseil général en 1879. Et puis en 1880, il est rejoint par d'autres personnes, comme Adolphe P. de Bidou. Alors j'ai oublié de mettre une photo d'Adolphe P. de Bidou, alors Adolphe P. de Bidou, c'est un personnage aussi qui est jeune à l'époque, il y a une trentaine d'années, mais qui sera le premier président du Conseil général radical, qui sera sénateur radical aussi. Il était médecin à Tournaille. Il était médecin à Tournaille et puis il avait épousé une cotterésienne, la fille d'un pharmacien cotterésien, et il est devenu médecin d'herbe. C'était un peu différent. Donc il travaillait en dehors des sessions parlementaires. Il y avait aussi Albert Bergès de Maubourguet,
ce sont des gens qui sont plus jeunes, et au conseil d'arrondissement de Vic, il y a quelqu'un aussi qui apparaît du nord du département, de l'arrondissement du département, c'est Émile Lacassin, qui écrit dans la presse aussi, et qui est un militant républicain, mais qui sont beaucoup plus radicaux. Et puis il y a l'élection aussi d'un personnage qui apparaît à ce moment-là, qui fait figure d'électron libre. C'est Georges Dazet. Avocat tarbé, un intellectuel, qui a été en classe avec Isidore Ducasse, qui est devenu Lautréamont, etc. C'est un personnage qui aussi, on l'imagine le voir, qui avait aussi des talents d'orateur, qui n'hésitait pas à foncer, et qui lui va essayer de tirer tout ce petit monde à gauche. Il finira, alors il avait des fonds parce qu'il a créé un journal qui s'appelle La République des Hautes-Pyrénées, qui va être très très à gauche pour la gauche de l'époque, c'est-à-dire qu'il bouffe du curé, quoi. Ce sera le fondateur, un des cofondateurs au début du XXe siècle, de la section départementale de la SFIO, c'est-à-dire du Parti Socialiste des Hautes-Pyrénées, Georges Dazet. Donc, il y a des nouveaux quand même, et qui vont s'exprimer parce qu'ils trouvent le gouvernement Ferry trop mou, quoi. Et donc, les représentants sur le département trop mou aussi. Alors, je disais que le bien public, le journal Le Bien Public, je soutenais tous ces gens-là, mais il devient l'Union Républicaine en 1881. Et puis, il y a une scission qui se produit. Une partie des gens qui sont actionnaires de l'Union Républicaine refondent Le Bien Public, et une autre partie, dont Dazet, fonde la République des Hautes-Pyrénées, qui est beaucoup plus à gauche. Alors, je dois dire qu'à l'Assemblée, il y avait 4 groupes à ce moment-là, dans les Républicains. Il y avait l'Union Républicaine de Gambetta. Gambetta est mort à la fin de l'année 1882. Il y avait la gauche républicaine de Jules Ferry. Il restait un peu de centre-gauche, partisans de Thiers. Et puis, on voit apparaître les radicaux, ce qu'on appelait les radicaux, avec des gens comme Clémenceau. Et vous savez que la tête de turc de Clémenceau à l'Assemblée, c'était Jules Ferry. Notamment sur les questions coloniales, parce qu'il y a ces questions-là, sur le plan colonial. Entre parenthèses, Thénault a voté les crédits pour conquérir le Tonkin, et les crédits pour les conquêtes coloniales menées par Ferry. Alors, parmi les mesures qui peuvent faire, ce sont des mesures, les républicains veulent enlever à l'Église son influence dans la société et son autorité politique. Voilà, c'est ça l'objectif. Soustraire la société à l'influence de l'Église. Donc ils luttent contre ce qu'ils appellent le cléricalisme, c'est-à-dire la volonté de l'Église de contrôler ou d'influencer l'État et la politique de l'État. C'est ça le cléricalisme. Mais ce n'est pas une lutte contre la religion. Alors, la laïcité, c'est une lutte contre le cléricalisme. Bon, c'est comme ça qu'ils le présentent, et les mesures vont dans ce sens. Alors, les premières mesures qui sont prises, même avant qu'ils soient largement majoritaires, en 1879, il y a une chose, d'ailleurs, quand j'avais lu ça, je m'étais renseigné pour la laïcisation des cimetières. Et oui, parce que les cimetières, c'était des lieux d'abord d'inhumation religieuse. Et puis vous avez des religions qui enterraient, on a des cimetières juifs, on avait des cimetières protestants, etc. Bon, la laïcisation des cimetières, avec en particulier un gros problème, l'interdiction d'ériger des croix dans les cimetières. Alors il y a encore là plein de nos villages qui sont hors la loi, enfin, à moins que la loi ait été abrogée, je ne sais pas, mais bon, vous imaginez, là vous allez toucher vraiment à des traditions et à des habitudes. Alors vous imaginez les réactions dans les villages. Bon. La laïcisation des tribunaux, c'est-à-dire pas de crucifix dans les tribunaux par exemple. Et vous savez que dans nos tribunaux, on ne prête pas serment sur la Bible. Contrairement aux États-Unis ou dans d'autres pays.
La laïcisation du personnel des hôpitaux, ça va être plus difficile, hein, vu le nombre de religieuses qui travaillent dans les hôpitaux. Bon. La réduction du budget des cultes, parce que l'Église est financée par l'État. Bon. Alors quelque chose qui ne va pas durer, hein. La suppression du repos hebdomadaire. Parce que le dimanche, ça a une origine, hein, c'est lié à la création, le 7e jour il s'est reposé. Bon, alors, suppression du repos hebdomadaire. Bon, ça ne marchera pas. Hein. Bon, inutile d'insister. Le divorce en 1885, ça c'est important, hein, le divorce. Bon, il avait été créé sous la Révolution, puis il avait été de nouveau supprimé. Mais le cœur, c'est l'institution scolaire. Hein. Le cœur, c'est l'institution scolaire. Dans la revue pédagogique de 1882, Ferry affichait 4 objectifs pour réformer le système scolaire. D'abord, c'est pour lui une réforme politique, avant tout. Et c'était aussi la plus grande des réformes sociales, parce qu'il s'agissait de créer, d'instruire les gens et de créer l'égalité des chances. D'autre part, il y avait aussi, et ça c'est important, le développement de la science et de la raison. Parce que l'Église n'a pas toujours été favorable à la science. Et donc, développement de la science et de la raison. Et donc, le 19e siècle est un siècle qui croit aux sciences et aux techniques. Hein, il y a tout un mouvement qu'on appelait le mouvement positiviste. Or, il bute face à l'Église dans cette affaire. Bon, donc ça va faire bouger l'Église, tout ça après. Et puis aussi, il s'agit de renforcer le sentiment national. Hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de préparer la revanche. Et puis, alors là, on aura l'occasion d'en parler, j'espère, l'an prochain. Renforcer le sentiment national, c'est donc développer l'usage du français. Hein, et puis développer le service militaire, le service national, voilà, où on obligeait les gens, les Bretons à aller à leur service national en Auvergne ou en Alsace, et vice-versa, de façon à ce que les gens aillent connaître d'autres régions aussi. Ce sont des mesures qui sont importantes, qui ont eu des effets dans notre société importantes. Alors, tout ça, c'est une série de lois ou de décrets, et de décrets échelonnés entre 1881 et 1886. Bon, alors, en matière d'éducation, il y a eu la loi sur l'obligation, accompagnée de la loi sur la gratuité. On ne pouvait pas le rendre obligatoire si on ne le rendait pas gratuit. La loi sur la neutralité de l'enseignement, des contenus, hein, parce que l'éducation religieuse faisait partie des programmes. Bon, or on l'a supprimé pour y mettre à la place l'instruction civique. Hein. La loi sur la laïcisation du personnel, ça c'est important. Et en même temps, la loi sur la collation des grades, c'est-à-dire l'université est la seule qui peut définir qui peut enseigner ou pas. Bon. Et puis aussi, une loi sur l'enseignement pour les jeunes filles, que ce soit dans l'enseignement primaire comme dans l'enseignement secondaire, parce qu'elles étaient laissées pour compte. Bon. Donc, voilà toute une série de mesures qui sont prises et qui vont donner lieu, dans leur application, à une bataille particulièrement dure tout au long de la décennie. Hein. Alors, dans le département, l'Union républicaine, les deux journaux ont des positions anticléricales très nettes. L'Ère Nouvelle, elle, change de sous-titre. Elle s'appelait Journal politique des Hautes-Pyrénées. Elle devient Journal catholique et conservateur des Hautes-Pyrénées. Bon, donc on affiche la couleur. Et le directeur écrit « Les sociétés ne peuvent pas vivre sans Dieu ». Bon, il faut être clair. Alors, l'observateur, lui, il est très gêné. Il est dans l'ambiguïté. Parce que tous ces gens qui sont anciens orléanistes, etc., ne veulent pas affronter, justement, l'Église. Oui, entre parenthèses, pendant la période de Ferry, les radicaux, ils déposent des propositions de loi. Et avec Clémenceau, ils avaient déposé déjà une proposition de loi séparant l'Église de l'État. Thénault avait voté contre. D'ailleurs, tous les parlementaires des Hautes-Pyrénées avaient voté contre cette proposition qui émanait du groupe de Clémenceau. Bon.
Et alors tout ça fait qu'en 1885, eh bien, on va avoir un échec républicain aux législatives. Parce que la droite, elle est ressoudée, je l'ai dit, elle est unie pour la défense de l'Église, hein, et la division à gauche, elle est très nette. Alors, c'est au scrutin de liste. Oui, parce que la gauche, elle a toujours cru au scrutin proportionnel départemental, au scrutin de liste. Donc, une liste, et sur la liste, il y a 2 députés sortants, dont Thénault, et il faut en trouver un 3e, et alors là, la question se pose. Qui ont choisi? Allico, député sortant, mais qui vient de l'orléanisme et qui est un républicain modéré, ou Dazé, qui est candidat et qui est un radical. Alors, le congrès qui est réuni, et poussé par Thénault, choisit Allico. Mais Dazé va se présenter tout seul. Hein. Et comme il a un journal, il va mener une campagne très féroce. Hein. Mais plus une campagne contre... ils se mangent entre eux, quoi. C'est toujours pareil, ça, et ils perdent, quoi, en 1885, alors que les autres sont unis. Bon, mais là, c'est toujours pareil. Alors, on arrive... dans cette affaire, à l'action politique du clergé aux Pyrénéens. Bon, je peux commencer, il reste 5 minutes, hein, mais je finirai la prochaine fois, parce que... mais j'espère que ces trois tendances politiques, hein, vous avez bien vu à quoi elles ressemblent, quoi. Alors, la bataille cléricale, le cléricalisme et l'anticléricalisme, qu'est-ce que c'est? Les républicains précisent bien que l'anticléricalisme n'est pas une interdiction de la religion. Jules Ferry martèle, il n'y a pas d'irreligion d'État. Bon. Et d'ailleurs, ils ont voté contre la proposition de loi des radicaux, dont Clémenceau, sur la séparation de l'Église et de l'État. Et Lacassin, dans la République des Hautes-Pyrénées, écrit ceci: « Il ne peut y avoir de lutte entre la République et la religion. Il ne peut y avoir de lutte entre la République et la religion. Mais entre la République et le cléricalisme, oui, parce que le cléricalisme a la prétention de soumettre la société civile au gouvernement du clergé. Hein » Et alors, bon, vous voyez, c'est comme aujourd'hui, si on prend le nom d'une autre religion, si on ajoute isme, on a les mêmes problématiques, hein, qui se posent. Bon, entre islam et islamisme. Bon, alors, les conservateurs, eux, politiquement, leur intérêt, c'est d'entretenir la confusion. Donc pour eux, anticléricalisme égale déchristianisation. Oui, on commence par l'école, on nous dit ça, puis après vous verrez. Hein. Et l'ère nouvelle appelle à une croisade de désobéissance. Bon, alors je vais terminer sur une lettre qu'envoie le marquis de Breteuil, qui n'est plus député. Il l'envoie à tous les curés du Lavedan le 17 avril 1879. Il dit « La plus chère de nos libertés est atteinte, celle de pouvoir donner à nos enfants une éducation chrétienne. Vous, monsieur le curé, dont l'habit est respecté et dont la parole est entendue, ne craignez pas de vous élever hautement contre cette tyrannie. La politique n'a rien à faire ici, c'est la religion qu'on attaque. La religion est la garantie de l'ordre social. » Bon, et de l'ordre moral aussi par la même occasion. Et les curés vont lire, hein, à la messe, hein, dimanche, la lettre du marquis de Breteuil, qui d'ailleurs, entre parenthèses, conclut en proposant ses services pour être à la tête, hein, s'il est élu, de la défense de l'Église. Bon. Voilà ce que je voulais dire sur le débat concernant le cléricalisme. Après, je voudrais la prochaine fois parler de la situation de l'école en 1879. Quel est réellement le poids de l'Église dans l'école à cette époque-là, et puis aussi quelque chose avec plein d'anecdotes que j'avais trouvées il y a 40 ans en faisant ma maîtrise, l'attitude des curés dans les communes, parce qu'après c'était remonté, les sous-préfets faisaient, il y a des choses qui sont invraisemblables de tout ça, parce que les curés vont partir en guerre, non pas contre l'instituteur, mais contre les maires républicains.
Si je voulais vous signaler quelque chose qui est sorti là il n'y a pas longtemps, c'est la revue L'Histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, le numéro du mois de mai s'intitule 1075, la réforme grégorienne, l'Église prend le pouvoir en Occident. Et c'est important ça, si vous avez l'occasion de le lire, en 1075, la réforme du pape de l'époque, enfin ça a été préparé depuis longtemps, hein, il impose son autorité à tous les rois, chefs d'État, etc., qui sont de droit divin, donc il les contrôle politiquement. Mais il faut savoir qu'eux, ils tiennent leur légitimité du droit divin. Hein, c'est le droit divin qui justifie le pouvoir des rois. Donc le pape, il a un rôle. Après, l'Église justifie l'organisation sociale, les trois ordres. Hein, le clergé, la noblesse et le tiers-état. C'était officialisé ce qui datait du Moyen-Âge. Hein. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui protègent ceux qui travaillent, et puis il y a ceux qui prient pour les autres. Hein. Bon, l'Église. Mais après, l'Église, elle contrôle la vie des gens. Ça, c'est bien dit dans l'introduction. Elle rappelle que, même enfin, toute la vie, hein, avec les sacrements, hein, depuis le baptême jusqu'à l'extrême-onction, contrôle la vie des gens quotidiennement, sur l'ensemble de la vie. Mais sur l'année aussi, puisqu'il y a toute une série de fêtes au fur et à mesure, etc. Bon, donc tout est contrôlé. Hein. Après, c'est l'Église qui a en charge la morale familiale. Donc ça, c'est important et on le voit aujourd'hui aussi, hein, dans tous les débats qu'il y a eu, même sur le débat sur la fin de vie, il y a des débats qui sont intéressants. Bon, il y a aussi le contrôle de l'enseignement, de l'université, hein, de la science. Hein, jusqu'au XVIe siècle, on n'avait pas le droit de faire de dissection. Hein, donc on ne pouvait pas savoir comment était fichu, c'était sacré toucher le corps de l'homme. De la même façon que remettre en cause la centralité de la Terre dans l'univers, c'était aussi, et le fait qu'elle tourne, et prétendre qu'elle tourne, c'était aussi interdit religieusement. La santé, c'était aussi l'Église qui l'avait, avec la charité, etc. Donc l'Église a contrôlé nos sociétés. Voilà. Et c'est contre ça que à partir des humanistes, il y a eu des mouvements qui ont lutté. Mais c'est pas lutter en soi contre la religion. Parce qu'après, on a la liberté de croire ou de ne pas croire. Voilà, c'est compliqué tout ça. Là, il y avait eu une proposition de loi, je termine là-dessus, il y a un député de La Rochelle, sur la fin de vie à l'Assemblée. C'était dans la mandature précédente. Hein. Toute la bataille a porté sur ça, sur la liberté de conscience, quoi. Et l'article 1 a été adopté, puis on en est resté là, parce que c'était une proposition de loi. Quand à minuit elle n'est pas votée, elle n'est pas votée. Mais il y a un député qui s'est adressé à un député breton en lui disant « Mais si tu as envie de mourir dans les pires souffrances, c'est ton choix, mais tu ne peux pas me l'imposer à moi. » Voilà, c'est le problème de la liberté de conscience. Et ça, c'est un problème lié à la laïcité, quoi. On est dans des problèmes au cœur de tout ça. Moi, je ne prends pas parti, mais il faut essayer de voir un peu toutes les arguments, les argumentations en face les unes des autres. Bon, j'ai été un peu bavard. La prochaine fois, je vous parlerai de la situation scolaire en 1879 et de la réaction du clergé aux Pyrénéens. Et puis, on se verra le 25 mai. Et puis, je parlerai aussi du ralliement des catholiques en 1891. Bon, mais ça ira plus vite. Voilà, merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.